Porto Novo, ville aux trois noms, ville historique, là où les enfants jouent entre les tassis-motos, là où les vendeuses crient entre les glaçons, là où la vie se partage entre prière et débrouillardise. Dans un petit quartier populaire, à l'écart des grands boulevards, parmi les maisons fatiguées qui ornaient les bordures de routes mal tracées, il y avait une petite maison couleur ocre, aux murs lézardés par le temps, mais encore debout. Une maison discrète, sans fioritures, à peine visible derrière une palissade de tôle rouillée. C'est là qu'habite Alimatou. Chaque matin, avant même que l'appel du muezzin ne perce le silence de l'aube, elle est déjà debout. Pieds nus sur le sol froid, elle balaie la cour, prépare le feu, chauffe l'eau et les restes de nourriture. Elle travaille vite, sans bruit, comme une ombre bienveillante. Ses gestes sont précis, sa présence douce. On dirait que la maison respire mieux quand elle y est. Alimatou, c'est une femme que tout le monde salue sans vraiment connaître. Une mère discrète. Un foulard toujours bien noué, au regard bas, au sourire timide. Elle a 2 filles. Aïssatou, l'aînée, vive, curieuse, les yeux toujours en quête de réponse. Et Fatima, plus réservée, plus fragile, qui tient toujours la main de sa sœur. Elles vivent toutes les 3 dans cette petite maison aux odeurs de savon noir, de riz chaud. Un foyer modeste, mais bien plein de tendresse. Entre les murs fissurés, il y avait des dessins d'enfants accrochés, avec des bouts de scotch. Une vieille radio grésille au fond. Parfois, le soir, on entend Alimatou chanter tout bas, comme pour consoler les silences. Et puis, il y a lui, Karim, le mari, le père, le mécanicien du quartier, costaud, toujours en salopette, toujours avec une clé plate à la main. Il a la parole facile, le rire sonore, l'allure d'un homme respecté. À la mosquée, on lui serre la main. Au marché, on l'appelle chef. Aux cérémonies, il parle fort, il donne des conseils, il est écouté. Un homme bien, diraient les voisins, un homme debout. Mais ce que les voisins ne voient pas, c'est ce qui se passe après le portail. Quand la dernière salutation s'éteint, quand les portes se ferment, quand la lumière change, alors l'homme fort devient un tyran. Les mots changent de ton, les regards deviennent lourds, les mains ne servent plus à construire, mais à détruire. La voix n'enseigne plus, elle écrase. Il n'y a plus de respect, plus d'amour, juste la peur. Et les filles le savent. Elles sentent la tension avant même qu'elle n'éclate. Elles apprennent à se taire, à éviter les bruits, à anticiper les orages. Mais Alimatou, elle encaisse en silence. Parce qu'on lui a dit que c'est ça, être une femme. Être forte, tenir bon, endurer. Elle sourit aux voisins, elle sert du thé aux invités, elle répond « ça va » quand on lui demande. Elle cache les bleus sous ses boubous, elle maquille la fatigue avec un peu d'huile de karité. Et le monde continue de tourner. Le premier coup, Alimatou s'en souvient encore. Pas parce qu'il fut plus violent que les autres, non. Parce qu'il avait été inattendu. Parce qu'avant lui, il y avait des fleurs, des caresses, des promesses, et qu'après lui, plus rien ne fut pareil. C'était au début de leur mariage, une dispute banale, un mot plus haut que l'autre, une assiette renversée et soudain, un revers sec, froid, fulgurant. Le silence après le choc fut plus assourdissant que le bruit lui-même. Karim ne s'excusa pas, il ne parla pas, il alla se coucher. Le lendemain, il agissait comme si de rien n'était. Il plaisanta, il embrassa ses filles et Alimatou, elle ne dit rien. Elle pensait que c'était un accident, que ça ne se reproduirait plus jamais. Mais les coups revinrent, plus fréquents, plus durs, parfois pour un plat trop salé, parfois
pour un regard trop discret, parfois pour rien. Un orage sans nuage, une tempête sans avertissement. La maison devint un piège, un théâtre cruel où Alimatou jouait le rôle de la femme forte jusqu'à l'épuisement. Et les murs, pourtant si fragiles, devinrent ses complices. Il absorbait les cris, étouffait les sanglots, cachait les horreurs. Et pourtant, elle tenait. Parce que partir, c'était impensable. Où aller? Avec quoi? Et puis il y avait les enfants. Toujours les enfants. Aïssatou l'aînée avait grandi vite, trop vite. Elle observait tout, chaque geste, chaque mot, chaque silence. Et même si Alimatou tentait de protéger ses filles, de jouer à la femme invincible, les enfants savent toujours. Fatima, la petite, se réfugiait dans ses dessins, dans ses poupées, dans les jupes de sa mère. Elle comprenait moins, mais elle avait peur. Une peur sans visage, mais bien réelle. Puis vint ce soir où tout bascula. Une énième dispute, une nuit moite, une tension soude. Karim, plus énervé que d'habitude, criait. Alimatou, par tous les moyens, tentait de calmer, de temporiser, de se désamorcer. Mais les mots coupaient et la main partit. Mais cette fois, elle n'atteignit pas Alimatou. Aïssatou s'était opposée. La gifle la projeta contre la table. Le bruit du choc fut sec, net, insupportable. Un silence de mort suivit, puis un cri, celui de Fatima, puis le sang, celui d'Aïssatou fine, ligne rouge au coin de sa bouche. Karim recula, déstabilisé, mais il ne s'excusa toujours pas. Il sortit, il claqua la porte. Et cette nuit-là, Alimatou ne dormit pas. Elle resta assise, tenant sa fille contre elle, et elle comprit. Elle comprit que son silence n'était pas un bouclier, mais un poison, que chaque coup encaissé en silence devenait un coup transmis, que ses filles, ces deux graines d'espoir apprenaient à travers elle. Et ce qu'elle apprenait, c'était la peur, la soumission, le silence. Alors au milieu de la nuit, dans cette maison fissurée, une autre fissure apparut, pas sur les murs, sur le cœur d'Alimatou, une faille grande, une ouverture, quelque chose qui disait « plus jamais ça ». Ce n'est pas en criant qu'Alimatou se réveilla, non, ce fut dans le silence, un silence nouveau, plus lourd, plus dense, celui qui suit le tremblement, celui qui annonce le changement. Après cette nuit-là, les jours reprirent leur cours. Karim revint comme toujours, sans excuse. Il apporta un sac de riz, un pain neuf et un billet de 5000 francs. Comme si le pardon pouvait se tisser dans un tissu ou se peser en grains. Alimatou ne dit rien, mais elle ne sourit plus. Quelque chose en elle s'était déplacé. Elle commença à observer, à écouter, à lire. Elle découvrit dans un vieux sac oublié une revue pour femmes. À la fin, un article parlait de violence domestique. Elle le lut, relut et relut encore. Chaque mot semblait avoir été écrit pour elle, tellement l'article était descriptif et mettait l'accent sur le fait que subir en silence une violence domestique a conduit énormément de femmes et d'enfants dans les tombes. La femme n'a jamais été un tambour qu'il fallait tambouriner comme on tape sur le tam-tam sacré pour demander pardon aux ancêtres. Un jeudi, alors que Karim était à l'atelier, elle sortit. Pas pour aller au marché, pas pour aller voir une voisine, non. Elle marcha longtemps, jusqu'à un petit centre social non loin du tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Un centre social qu'elle avait toujours vu, sans jamais oser entrer. Là, à sa grande surprise, elle a vu des femmes qu'elle connaissait et dont elle n'aurait jamais pensé, jamais su qu'elles étaient victimes de violences domestiques ou de toute autre forme de violence sur le genre. Comme dans des groupes anonymes, elles se rencontraient chaque jeudi pour discuter entre elles.
Elle discutait de tout et de rien. Ici, elle pouvait enfin dire ce qu'elles subissent entre les quatre murs de leur maison, quitte à s'effondrer en larmes. Le but est de se libérer, cette libération qui constitue le premier pas vers la liberté dont elles rêvaient toutes. Des femmes comme elle, d'autres pernées, d'autres révoltées, d'autres guéries. Elle ne parla pas ce jour-là, mais elle écouta. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans ce monde atroce. La semaine suivante, elle y retourna, puis encore. Peu à peu, elle prit des notes. Elle posa des questions. Elle découvrit qu'il existait des droits, des lois, des refuges, des mots pour dire ce qu'elle avait toujours eu. Violence conjugale, traumatisme, résilience. Elle apprit aussi que les blessures de l'âme ne se voient pas, mais qu'elles saignent longtemps. Et elle réalisa autre chose, plus douloureux encore, que ses filles apprenaient par l'exemple, que ces silences étaient des leçons, que chaque larme étouffée devenait pour elle une langue maternelle, et que si elle ne brisait pas ce cycle, ses filles répéteraient peut-être son histoire. Alors elle commença à parler, d'abord à ses filles. Une nuit, elle s'assit avec elles, leur prit la main et dit simplement « Ce que vous avez vu, ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas ça, un foyer. Ce n'est pas ça, être femme. J'ai été juste pris au piège. J'ai fait confiance trop tôt. J'ai cru en l'amour sans concession. Mais ce n'est pas être femme. Je n'ai pas connu mes parents. J'aurais été guidé par ma mère. » Elles pleuraient toutes les trois cette nuit-là pendant longtemps. Mais cette nuit-là, leurs larmes n'étaient pas des plaintes. C'était une première parole. Puis, elle parla aux femmes du quartier, aux plus jeunes, à celles qui disent « Moi, il me frappe, mais je sais qu'il m'aime », à celles qui pensent que souffrir en silence était une preuve de courage. Elle n'avait pas de micro, pas de scène, mais elle avait une voix. Et cette voix, après des années de silence, valait plus que 1000 discours. Parler, c'est briser un mur. Mais chaque mur brisé libère de la poussière, et la poussière est l'aveugle. Quand Alimatou commença à prendre la parole, ce ne furent pas des encouragements qui vinrent en premier. Ce furent des regards, des chuchotements, des rires étouffés, le poison du quartier. On disait, elle veut faire la moderne. Elle ne respecte plus son mari. Elle va finir seule, pauvre et seule. Les vieilles mères vinrent même la voir, une à une, avec cette voix douce mais tranchante. Elle lui disait, « Ma fille, on ne lave pas son linge sale dehors. Ce sont des choses que toutes les femmes endurent. Le vrai courage, c'est de supporter. » Mais Alimatou ne voulait plus être une statue de souffrance. Elle voulait être un chemin. Et cela, Karim ne le supporta pas. Il devint plus dur, moins imprévisible mais plus froid. Il ne criait plus, il regardait, longtemps avec des yeux durs, opaques, menaçants. Les coups ne venaient plus de ses mains, ils venaient de ses silences. Il l'enfermait dans le mépris, laissait les factures, jetait les assiettes. Il punissait par l'indifférence, par l'humiliation. Un soir, il fit plus. Il appela sa famille, sa mère, ses frères, tous réunis dans le salon. Il déclara qu'Alimatou n'était plus une épouse, mais une honte. Qu'elle déshonorait le nom de leur sang, qu'elle parlait trop, qu'elle sortait sans permission, qu'elle salissait leur image dans le quartier. Et Alimatou, seule debout au milieu de cette assemblée familiale, resta droite. Elle n'implora pas, elle n'expliqua pas. Elle dit simplement « J'élève vos petites filles pour qu'elles ne soient pas des ombres. S'il faut en payer le prix, je suis prête. » Elle la traitait d'insolente, d'ingrate, de folle. Mais dans le regard de ses filles ce soir-là, elle vit un reflet nouveau, la fierté. Oui, parler avait un prix. La solitude, le jugement, l'insécurité, l'isolement, mais le silence, lui, coûtait bien plus cher. La perte de soi. Et Alimatou n'était plus prête à se perdre. Elle savait désormais que chaque mot qu'elle disait devenait une pierre pour bâtir un refuge, une école, une autre vie. Les jours suivants, Alimatou ne comptait plus sur personne, ni sur les belles paroles des voisins, ni sur les promesses d'un mari qui n'en était plus un. Elle s'était relevée, seule,
Et seule, elle traça une nouvelle route, pas pour elle seulement, mais pour ses filles surtout. Elle décida de les inscrire dans une école privée pour jeunes filles plus loin du quartier, un endroit où les professeurs parlaient d'égalité, de respect, d'ambition, d'avenir. Elle n'avait pas les moyens, mais elle avait une volonté que rien n'ébranlait. Alors elle chercha. Elle fit des beignets, des boulettes de haricots, du savon noir fait maison, des galettes de mil. Elle vendait tôt le matin avant que le soleil ne pique. Elle vendait tard le soir avec une lampe-tête posée sur une petite table en fer. Parfois, on l'humiliait, on marchandait ses prix comme si elle n'avait pas droit à la dignité. Mais elle tenait bon. Chaque franc qu'elle mettait de côté n'était pas une pièce, c'était une victoire. Un pas vers un futur qu'elle n'avait pas eu, mais qu'elle offrait à ses enfants. Aïssatou l'aînée s'épanouit dans cette école, brillante, passionnée, sensible. Elle dévorait les livres comme on boit l'eau fraîche après la saison sèche. Elle écrivait, elle posait des questions, elle prenait la parole. Puis un jour, il y eut ce concours d'éloquence organisé dans la ville. Le thème, une femme que j'admire. Aïssatou s'inscrivit et comme on peut s'y attendre, elle gravit chaque étape de ce concours avec brio. Quand elle monta sur scène pour la finale, le public s'attendait à entendre parler des stars, de ministres, d'icônes. Mais sa voix, claire, posée, dit autre chose. La femme que j'admire n'a pas de trophée. Elle n'a pas de diplôme ni de page Wikipédia. Elle vend du savon. Elle a un regard fatigué, mais un cœur plus grand que la ville entière. Elle m'a appris que la souffrance n'est pas un héritage, que pleurer ne rend pas faible, mais vrai. Ma mère a pleuré pour que je puisse parler et aujourd'hui, je parle pour qu'elle ne pleure plus jamais. La salle se leva, les gens se pleuraient et au fond, dans l'ombre, une femme en boubou simple essuyait une larme. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de douleur, c'était une larme de fierté, une larme de vie, une larme qui disait « Je n'ai pas tout raté, j'ai semé quelque chose ». Les années passaient lentement mais sûrement. Alimatou ne revit jamais Karim. Il partit un jour sans prévenir, comme une page déchirée dans un livre trop lourd à lire. Elle ne le chercha pas, elle ne lui en voulait même pas. Elle avait tourné la page pour écrire son propre chapitre. Elle continua de vendre, de coudre, de conseiller. Elle devint une figure du quartier. Pas une femme bruyante, non, une femme présente, une femme debout. Les jeunes venaient vers elle, les mères l'écoutaient, même les hommes parfois baissaient les yeux devant elle, non de honte, mais de respect. Ses filles, elles, grandirent. Aïssatou devint avocate, spécialisée dans les droits des femmes et des enfants. Fatima devient psychologue, avec une voix douce et des silences guérisseurs. Ensemble, elles créaient une fondation, petite au départ, puis grande. Un centre d'écoute, d'accompagnement, de formation. Sur la façade, peint en grand, on pouvait lire « Quand les larmes ne cessent plus, elles deviennent des rivières de courage ». Et chaque femme qui franchissait cette porte, chaque enfant sauvé, chaque silence brisé était une victoire de plus. Non pas contre un homme, mais contre la peur, contre la honte, contre l'idée que souffrir est normal. Alimatou ne parlait pas souvent lors des cérémonies,
Mais quand elle prenait le micro, sa voix était celle de 1000 autres femmes. Elle disait simplement « Je n'ai pas changé le monde, mais j'ai changé le mien. Et ça, déjà assez pour dormir en paix. » Une femme qui se relève, c'est une génération entière qui apprend à marcher. Il n'y a pas de honte à dire assez. Parfois, c'est le plus grand acte d'amour qu'une mère puisse faire.